De la première dame a offert un dîner de gala au léopard sous le chapiteau de l'Union africaine dans une ambiance mêlant émotion, fierté et engagement pour l'avenir. Cette soirée a célébré une équipe dévenue symbole d'unité nationale. Un reportage de Fanny Kikoufi et champion d'Agui. Après des décennies d'attente, les léopards de la République démocratique du Congo ont officiellement validé leur ticket pour le rendez-vous mondial de 2026. Pour marquer cet exploit historique, le chef de l'État a tenu à honorer ce qu'il appelle désormais les héros nationaux lors d'une réception fastueuse. La soirée a débuté par une série d'interventions chargées de sens. Le sélectionneur national a ouvert le bal, rendant un hommage appuyé à la force de caractère de ses troupes. Saluant la discipline et l'humilité de ses joueurs, il a également salué l'accompagnement du gouvernement. À sa suite, la présidente du comité. Malheureusement, Mingi, Totali, Tolobi, qui a été changement, on a parlé que ça pour l'intérêt à Songoro Paka. De normalisation a rappelé le chemin de croix, tant administratif que sportif, traversé par la fédération, se réjouissant de voir cette famille enfin réunie autour. Il faut tout remodeler Mboka. Fouizala na 4. C'est-à-dire, au Union de Zangaka en 1960, tout ça na 4. Autour d'un succès commun. Mais l'instant le plus poignant fut sans doute l'intervention du ministre des Sports et Loisirs. Submergé par l'émotion, le patron des sports a fondu en larmes. Bangkoko bakufaka pola likamboyo na katikati na biso Papa John. Batono mingi Papa John alors mot de la fin na yo soki okozala ozamala mo mingi en évoquant l'immensité du défi relevé. On l'a fait, a-t-il simplement lâché, traduisant la délivrance de tout un peuple. Le point d'orgue de l'allocution présidentielle fut l'échange entre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le capitaine Chancel Mbemba. Le chef de l'État a invité l'équipe d'une mission qui dépasse le cadre du sport, porter l'âme d'une nation. Évidemment, félicitations à nos héros, avec à leur tête le coach de sabre. Je le disais, depuis qu'il est arrivé, nous avons le meilleur coach du monde. Et avec lui, nous allons faire des exploits. Et là, on l'a fait. Alors, capitaine Chancel, tu es à la tête d'une mission que je te confie au nom de la République. Ensemble, avec tes camarades, vous avez l'obligation de faire bonne figure. Est-ce que vous savez que nous sommes la seule équipe à n'avoir pas perdu contre les champions d'Afrique cette année? Donc ça veut dire que vous avez du talent et de la réponse à tout défi qui se présenterait à vous. Et rendez-nous fiers encore d'être au Congo. Merci Papa John, la maïnio surtout ici na Baïmboka. Natina ya journée à le 6 avril oyo wapi bakongomani nyonso ebongi pour célébrer pour matabongo na nkamba ba o ba okele te ndenge Papa John na lobi ete kotikala awa mais tu exaucé to senga na Papa Simba apesa na biso oyo tozani oyo tozana ngo posa na ba vie na biso pona mboka na biso la reconnaissance nationale s'est ensuite matérialisée par l'identification d'exception pour l'architecte. Mais koyaka kalelo lelo te mais oko vivre yango réalisation yango oko vivre yango après 2-3 jours parce que data qui a répondre na ba besoin na biso nyonso totala kaka uta processus ko ebanda ya indépendance kino lelo oyo processus aussi. Donc tout le monde a fait néanmoins tout le monde aussi na mai oyo esalemi natina ya maloba oyo ya papa Kimbangu na komba na ye na conscience oyo alaka la maturité wana
lelo oyo ekomi kosala bato mingi bakomi na éveil de conscience totie kaka au centre ya makambo biso nyonso tu ekoma malamu mwana mboka Jansi Makesa azalaki wana na présentation na Félix Tshisekedi s'est rendu à Kamba, à Nouvelle-Jérusalem, à l'occasion des festivités commémorant le combat de Simon Kimbangu et l'éveil de la conscience africaine, une journée symbolique et de la conscience africaine. So za conscience te matali so olingi kozona boyebite sur papa Simon Kimbangu matali yo biso tozaka Kimbangiste oye yobite kitembe na yo tikali wana okati Kimbangiste oye. Merci Nandeko Chimboku na réalisation na régie, merci na yo ndenge osalisi bandeko ya kokomisa biso epai bango bazali na mokili mobimba. Merci na bino nyonso tu bozalaki wana ebandimo kino suka tozalaka ka fidèle na Congo Kimbangu. Prochainement toya lisusu mpona développer ka masolo o biso na bino tokolingaka tikete tokumisa mokosa divinité papa Simon Kianga ni gan bisol mope misi bakanga ngo te ko boyi mopepo zali be mowei okoki masolo te timola libulu ko kokena ofamba te epesa mela te obenga mapete po keno ko koka yango o ena moto ya bomakango ena makelele ye akitisa kango décision wana biso na bino kaka ezali ya kopesa statut spécial na cité ya Nkamba. Statut spécial wana ezali cité ya Nkamba yokoma ville sainte. Malamu to malamu te. Esengo te. Voilà. Moi maloba moke nazaki na yango na pesi bino mbote botika la malamu nzamba batela bino et tokoya komona na mbalasima. Merci mingi. C'est une brève allocution du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il vient sur place d'annoncer que désormais la cité sainte de Nkamba est désormais la ville sainte, un statut spécial qui a toutes ses conséquences. Voilà, comme l'a dit le président de la République, le 6 avril, le jour désormais férié, en RDC, la mémoire de Simon Kimbangu a été honorée. Nkamba, son lieu de prédilection, figure emblématique de la lutte pour la dignité et l'éveil du peuple africain. Kimbangu reste une source d'inspiration pour des générations entières. Mais que retenir de sa lutte? Suivez cette chronique de la rédaction avec Guy Matundu. Le 6 avril n'est pas un jour comme les autres en République démocratique du Congo. Le 6 avril est un jour de mémoire, un jour de foi, un jour de dignité. Un jour où la nation tout entière s'incline devant une figure qui dépasse les appartenances, les confessions et les générations. Simon Kimbangu. En 1921, dans un Congo écrasé par la domination coloniale, un homme se lève, sans armes, sans pouvoir politique, mais avec une force intérieure inébranlable. Il prêche la libération spirituelle, la dignité de l'homme africain et l'espérance d'un peuple debout. Ce message dérange, ce courage inquiète, et l'homme est arrêté. Mais les idées, elles, ne s'emprisonnent pas. Plus d'un siècle plus tard, le combat de Simon Kimbangu résonne encore dans les consciences, dans les luttes pour la justice, dans l'affirmation d'une identité congolaise libre et fière. Depuis 3 ans, le gouvernement de la République démocratique du Congo a consacré et institué le 6 avril comme jour férié et légal. Un acte fort, un geste de reconnaissance nationale envers celui qui, bien avant les indépendances politiques, avait déjà sémé les graines de la libération. Kimbangu n'appartient pas qu'aux Kimbanguistes, il appartient à la nation. En Nkamba, la cité sainte, des milliers de fidèles se rassemblent ce jour dans la ferveur et l'allégresse. Nkamba où la foi ne se proclame pas, elle se construit. Nkamba grandit sous l'impulsion de ses propres fidèles qui chaque jour participent eux-mêmes à sa construction. Mais au-delà de Nkamba, c'est tout un peuple qui est invité à se souvenir et à réfléchir. Réfléchir à ce que signifie être libre, à ce que signifie être digne. Réfléchir à ce que nous faisons aujourd'hui de cet héritage. Les successeurs de Simon Kimbangu, à la tête de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, ont poursuivi cette mission spirituelle et sociale, contribuant à faire vivre un message de paix, de discipline
et d'élévation morale. En ce 6 avril, il ne s'agit pas seulement de commémorer, il s'agit de continuer à défendre la dignité humaine, continuer à croire en la grandeur de notre peuple, continuer à faire du Congo une terre à la hauteur des sacrifices de ses enfants. Simon Kimbangu est tombé en 1951, mais son esprit, lui, ne s'est jamais éteint. Et de leur côté, les fidèles de l'église saniérienne du Saint-Esprit ont commémoré ce 6 avril 2 événements majeurs. D'une part, le combat mené par Simon Kimbangu pour la foi et la dignité africaine. D'autre part, le 64e anniversaire de la disparition de leur prophète, Raphaël Sagné Songanzila. Une occasion pour les croyants d'exprimer leur gratitude au chef de l'État pour la reconnaissance officielle de cette date. Mireille Ndeke nous en dit plus. Le combat mené par le prophète Simon Kimbangu, salué par plusieurs églises traditionnelles autochtones en RDC, un combat qui honore la résistance spirituelle et non violente contre la colonisation, devenu un modèle de vie pour des églises dites de Noirs. 6 avril, une date significative pour les kimbanguistes, au même titre que pour les fidèles de l'église sanérienne du Saint-Esprit, qui célèbre le 64 ans du décès du prophète Raphaël Sagné Alaver Songanzila, avec ses 348 fidèles en plein culte. Cette date symbolique pour 2 grands événements témoigne la bravoure et l'essence élevée des dignités pour le noir par 2 prophètes congolais, à savoir Simon Kimbangu et Raphaël Sagné Alavar Songanzila. Cette année encore, la tradition a été respectée avec la tenue d'un grand culte au terrain Bouddha dans la commune de Njili, autour de l'ambassadeur Mangelesi. Les prédicateurs du jour, Maui Sakambai Fulgence, représentant légal de l'église sanérienne du Saint-Esprit, a exhorté la population sur la conscience africaine qu'incarne Simon Kimbangu et remercie le chef de l'État pour avoir légalisé cette journée. Et les Africains, nous-mêmes, nous ne connaissons pas notre histoire. Mais par cette journée, les Congolais vont devoir découvrir à bord. C'était le début du ministère de Simon Kimbangu. Outre ça, il y a eu des martyrs dans ce pays, ils seront étonnés. Le chef de l'État a été inspiré. Je lui dis merci d'avoir consacré cette journée du 6 avril à la conscience africaine. Les fidèles venant de tout le coin de la capitale ont parcouru de longues distances pour assister à ce culte en signe de loyauté. Et notre reporter Diane Balaka s'est rendu au centre d'accueil kimbanguiste ici à Kinshasa pour se rendre compte de l'ambiance qui a régné sur place. Regardez. Le 6 avril est célébré en République démocratique du Congo comme la journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Une date hautement symbolique pour les fidèles de l'église kimbanguiste et pour toute une nation attachée à son histoire spirituelle et identitaire. À cette occasion, plusieurs activités ont été organisées, notamment au centre d'accueil kimbanguiste où des fidèles venus de divers horizons se sont rassemblés pour commémorer ce moment historique. Des défilés, des chants et des temps de prière ont marqué cette journée dans une ambiance à la fois solennelle et festive. Selon un pasteur de l'église kimbanguiste, cette journée rappelle non seulement le combat spirituel mené par Simon Kimbangu, mais aussi l'éveil de la conscience africaine face aux défis de l'époque et d'aujourd'hui. C'est une journée du combat de Papa Simon Kimbangu, journée de réveil et aussi de la conscience africaine. Le 6 avril 1921, c'est le jour où Papa Simon Kimbangu a débuté son ministère par la guérison de Maman Kiantondo. Dans une atmosphère empreinte de ferveur, plusieurs fidèles ont salué les valeurs de foi, de résistance et d'unité incarnées par le prophète. Aujourd'hui, nous célébrons le 105e anniversaire du début du ministère public de Papa Simon Kimbangu, de surcroît la création de l'église kimbanguiste. Pour moi, ce qui vraiment me fait plaisir, c'est la reconnaissance. Parce que nous devrons reconnaître ce que Dieu a fait pour nous. Comme il a reconnu ce que Papa Simon Kimbangu a fait pour nous les Congolais en particulier et l'homme noir dans l'ensemble. Pour marquer cette commémoration, les kimbanguistes ont également pris d'assaut les artères de la ville à travers des marches et des manifestations publiques témoignant de la vitalité de leur foi et de leur engagement.
Les chrétiens ont un rôle à jouer dans la réunification du pays. Entendez par là l'unité, l'amour du prochain. Il faudra que les Congolais mettent chacun la main à la pâte pour accompagner le président de la République dans sa vision de rendre le Congo prospère, où il fait beau vivre. Angèle Mabiala. En la cathédrale du centenaire protestant, cette fête chrétienne a pris une dimension forte et engagée. Le président de l'Église du Christ au Congo, André Bokundoa Bolikabe, a rappelé avec force que la résurrection de Jésus-Christ est bien plus qu'un symbole, c'est un appel à transformer des vies. De la souffrance à la victoire sur la mort, son message met en lumière une espérance vivante, mais aussi une exigence, l'unité. Au-delà de récits bibliques, le président national de l'ECC inscrit ce message dans une perspective actuelle. Il insiste sur la nécessité de l'unité présentée comme une condition essentielle pour faire face aux réalités du temps. Dans la prière du Christ pour ses disciples, ils voient un modèle à suivre, rester unis pour résister aux divisions et aux épreuves. Parce que nous sommes citoyens et citoyennes du royaume de Dieu, nous sommes appelés à faire face aux épreuves des divers ordres représentés par la mort que Christ a affronté et vaincu parce qu'il était resté fermement uni à son Père. Ainsi, nous avons l'obligation de vivre dans une ferme unité. Unis, nous vaincrons la guerre à l'Est, les injustices, la haine, l'exclusion, la trahison, le tribalisme et tous les fléaux qui rongent notre pays. Dans un contexte marqué par de nombreux défis, il appelle les Congolais à dépasser les divisions et à vivre concrètement les valeurs de l'Évangile. Un message de foi, mais surtout un appel à agir ici et maintenant afin de concrétiser la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut un Congo uni et prospère. Autre chose à présent, Kinshasa et Brazzaville renforcent leur coopération sécuritaire. Les ministères de la Défense, le ministre plutôt de la Défense Guy Kabomo Mandiavita et Charles Richard Monjo ont officialisé un renforcement concret de la coopération militaire avec des engagements orientés vers l'opérationnalisation. Sandra Nyangui, je reste au Fungi. Kinshasa frappe un coup diplomatique. La République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville resserrent leur alliance militaire et affichent une convergence stratégique assumée. Ce dimanche 5 avril 2026, à l'hôtel de la Défense, Guy Kabombo Modianvita et Charles Richard Monjo ont scellé la fin d'un séjour de travail dense, marqué par des échanges de haut niveau et une volonté claire, transformer la coopération en levier opérationnel. Dans le prolongement des discussions engagées à Brazzaville, Kinshasa consolide. Les deux capitales alignent leurs priorités et posent les bases d'un partenariat militaire structuré et durable. Temps fort de cette séquence, la signature du communiqué final, un document qui formalise les engagements concrets impulsés au plus haut sommet par Denis Sassou Nguesso et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur le fond, cap sur l'efficacité, formation des cadres, partage d'expériences, montée en puissance des capacités opérationnelles. Kinshasa et Brazzaville veulent passer d'une coopération de principe à une coopération de résultats. Au moment de refermer cette séquence, Charles Richard Monjo salue un accueil chaleureux. En réponse, Maître Guy Kabombo Modianvita insiste sur la solidité d'un partenariat appelé à monter en puissance. Échange de présents, messages de confiance et une certitude entre les deux rives du fleuve Congo, la coopération militaire change de dimension avec, en ligne de mire, une sécurité partagée et durable. Et puis 145 ex-combattants viennent d'être démobilisés, dont 46 femmes, dans le territoire de Kailo, en province du Maniema. Ces derniers ont remis leurs armes et ont reçu leur carte de démobilisés pour leur réinsertion et réintégration communautaire. Peggy Mukunda nous en dit plus. Le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PRDRCS a lancé dans la localité de Lokandu, territoire de Kailo, les opérations de désarmement et démobilisation des combattants des groupes armés actifs dans le territoire de Kailo en province du Maniema. Ces combattants proviennent des groupes armés dénommés les revendiquants Mukoko, Ocelo et Arc-en-Ciel. La cérémonie du lancement de ces opérations dans la localité située à 60 km en aval du fleuve Congo a été présidée par le gouverneur ad intérim de la province du Maniema,
Alexis Tchomba Kingombe, ministre provincial de la Santé, en présence de la coordinatrice nationale adjointe chargée des questions techniques et opérationnelles du PDDRCS, Marie-Chantal Lumba Chimanga. À ce jour, 143 ex-combattants ont reçu leur carte de démobilisés, dont 46 femmes et une centaine d'armes de guerre et fabrication locale, des armes blanches et d'autres effets militaires ont été collectés, dont la remise symbolique des armes par les combattants aux autorités compétentes, la remise des certificats aux officiers des forces de défense et de sécurité. La coordinatrice nationale adjointe en charge des questions techniques et opérationnelles du PDDRCS, Marie-Chantal Lumba, a dans son allocution exprimé la gratitude envers toutes les composantes sociales pour leur appropriation du programme. À savoir que ces opérations ont été lancées officiellement dernièrement dans les Maniema par le coordonnateur national du PDDRCS, Jean Dédieu Désiré Ntangatita, sous le leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. La RDC accélère sa marche vers la souveraineté alimentaire et économique portée par la députée nationale Marie-Claire Kengo. Une nouvelle loi entend booster la production locale et réduire les importations coûteuses dans un contexte de crise alimentaire internationale, notamment en Ukraine et en Iran. Objectif, stabiliser le franc congolais et consolider l'indépendance économique de la RDC. Nadine Yango nous en dit plus. Ce mardi, l'Assemblée nationale se penche sur un texte stratégique. La loi Marie-Claire Kengo Wadondo. Objectif, renforcer la production locale et stopper la fuite de 2 millions de dollars en importation alimentaire. Une mesure qui vise à stabiliser notre monnaie et affirmer l'indépendance économique de la République démocratique du Congo. Face aux crises alimentaires mondiales, le pays veut transformer ses 80 millions d'hectares à un véritable bouclier contre l'instabilité économique. Maïs, riz, café, cacao, l'huile de palme, pour ne citer que cela. Autant de filières stratégiques qui seront structurées pour sécuriser l'agro-industrie nationale. Les bénéfices attendus sont clairs. Moins de dépenses face au choc extérieur, des réserves de change préservées et des milliers d'emplois créés pour la jeunesse congolaise. Pour l'élu du Nord-Ubangi, l'honorable Marie-Claire Kengo Wadondo, la souveraineté alimentaire sera le premier pilier de la sécurité économique. C'est mardi 7 avril 2026. L'Assemblée nationale a un choix crucial. Dépendre des crises étrangères ou produire sa propre prospérité. Selon la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la République démocratique du Congo prend aujourd'hui un tournant décisif vers l'autonomie et l'avenir durable. Là où s'étendait autrefois la brousse, s'élève aujourd'hui une cité au visage résolument moderne à Kanyama-Kasese. Mandala City incarne bien plus qu'un projet d'infrastructure. C'est le pari réussi d'une transformation sociale et urbaine en un temps record. Cédric Enina. De la brousse à une cité moderne sortie des terres en un temps record. En seulement 12 mois, de mars 2025 à mars 2026, le service national a relevé un défi hors norme, bâtir une véritable ville moderne au cœur d'une zone autrefois enclavée. Nous sommes à Kanyama-Kasese, baptisée Mandala City en hommage au chef coutumier Mandala. Cette cité impressionne par son standing et son ambition. 24 appartements modernes, chacun composé de 3 chambres, un salon et une salle à manger, soit un total de 72 chambres. Mais au-delà du logement, c'est toute une vision de gouvernance qui prend forme. Une grande salle de conférence capable d'accueillir les conseils des ministres et des rencontres de haut niveau, un bureau dédié au président de la République et un restaurant moderne aux standards élevés. Et ce n'est pas tout. Les travaux se poursuivent avec la construction d'infrastructures de loisirs, terrains de basketball, volleyball, piscine et même un cours de tennis. Cette cité peut accueillir les conseils des ministres, la conférence de gouverneurs ainsi que toutes les activités de haut niveau du président de la République, a déclaré avec fierté le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, commandant du service national. Mais derrière ces murs modernes se cache une histoire encore plus forte. Cette cité a été entièrement construite par des anciens Kuluna, hier marginalisés, et un restaurant moderne aux standards élevés.
Et ce n'est pas tout. Les travaux se poursuivent avec la construction d'infrastructures de loisirs, terrains de basketball, volleyball, piscine et même un cours de tennis. Cette cité peut accueillir les conseils des ministres, la conférence de gouverneurs ainsi que toutes les activités de haut niveau du président de la République, a déclaré avec fierté le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, commandant du service national. Mais derrière ces murs modernes se cache une histoire encore plus forte. Cette cité a été entièrement construite par des anciens Kuluna. Hier marginalisés, aujourd'hui transformés en bâtisseurs de la nation. Une reconversion spectaculaire qui donne à Mandala City une dimension symbolique puissante. Plusieurs ponts et infrastructures socio-économiques ont été réhabilités dans le territoire de Boulungu grâce au financement de Bérande Kolengele, conseiller spécial du chef de l'État. Jacques Kolengele, suppléant de ce dernier, a procédé à une visite d'inspection ainsi qu'à l'inauguration des ouvrages déjà achevés. Rodé Panda pour ce commentaire. Déterminé à accompagner le chef de l'État Félix Tshisekedi dans sa vision du PDL 145 territoires, le professeur Kolengele Eberand, conseiller principal du chef de l'État en matière de sécurité, vient de financer les réalisations de plusieurs projets dans la province du Kwilu, notamment un pont de 30 mètres capable de supporter une charge de 30 tonnes vient d'être jeté sur la rivière Lubang, reliant les villages Amboura 1 et Amboura 2 dans le secteur Doué, l'un des secteurs parmi les 10 que comptent les territoires de Boulungu dans la province du Kwilu. C'est un geste accueilli favorablement et applaudi par la population bénéficiaire. L'honorable Ilunga Hopeni Jacques, premier suppléant de l'honorable Kolengele Eberand Cachemire, a profité de ses vacances parlementaires pour visiter les différents chantiers financés par le professeur Kolengele Eberand. Partout où il est passé, l'honorable Ilunga Hopeni Jacques, député national, a eu des échanges avec sa base, composée de notables, de chefs de groupement, de forces vives, de jeunes, les membres du groupe de soutien du professeur Kolengele Eberand et ceux du groupe de la dynamique Eberand. Dans son mot de circonstance devant la population, Hopeni Jacques Ilunga a exhorté les deux populations à faire bon usage de cette œuvre d'intérêt commun, longtemps restée dans les oubliettes sans perspective. Les populations bénéficiaires de ces ponts remercient le professeur Kolengele Eberand et manifestent un soutien indéfectible au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa vision de développer la RDC à partir de la base. La ville de Kalemi, en pleine réhabilitation, en ce jour de travail dans la province du Tanganyika, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics a inspecté les travaux de remise en état de l'avenue Lumumba, fortement dégradée à la suite des pluies de la saison 2025. Un reportage sur les images de Robert Kalimba. Belle et plutôt réussie à l'époque de sa finition. La principale route de la voirie du chef-lieu du Tanganyika est aujourd'hui dans un piteux état. Les assauts répétés du lac ont sérieusement érodé ses abords qui joutent le lac. Ces avancées du lac Tanganyika ont eu raison de la route qui ne tient plus que sur quelques pans. Pour y circuler désormais, on procède par une sorte de slalom. Grâce au programme sino-congolais, qui en est la source de financement, un programme de remise en état a été mis sur pied. Grâce à la firme 6SA, qui a sous-traité avec Grexet, il prendra en charge l'ensemble de la route en visant une solution définitive qui envisage notamment la construction d'un mur brise-lames qui fera la protection de la côte contre les assauts des vagues, la végétalisation de la zone à risque, la remise en état de la chaussée qui est envisagée de type submersible avec une surélévation par endroits allant jusqu'à près de 2 mètres de hauteur. Samedi 4 avril, le ministre des ITP John Banzalunda, en compagnie du gouverneur Kession Kitungwa, est allé s'assurer de l'effectivité de ces travaux pour la ville portuaire de Kalemi. Sur place, le directeur général de la CGT, l'ingénieur Nikon Zauzao, a fourni des explications utiles sur le déroulement des travaux. Dans une première phase qui vise la lutte contre l'érosion côtière sur près de 700 mètres des plus touchés, la remise en état de la chaussée sur les 12 km coûtera près de 20 millions de dollars américains. Il faut ici fustiger le comportement des Calémiards qui ont par le passé détruit tout le gabionnage laissé par le colon belge utilisant les moellons pour la construction des habitations, notamment au quartier d'Ave. Les autorités politico-administratives sont sollicitées par la CGT pour une éducation civique pour la protection des infrastructures, patrimoine commun.
Renforcer la sécurité et la régulation dans le secteur de l'industrie, c'est le but poursuivi par le ministre de l'Industrie. Plus de 30 cadres ont achevé leur formation en officier de police judiciaire et ont prêté serment au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Christine Nezo et Simon Kankolongo. Au ministère de l'Industrie, 39 cadres ont prêté leur serment en qualité d'officiers de police judiciaire. Il s'agit de la toute première promotion officielle issue de cette administration. Leur formation amorcée depuis 2023 était assurée par le magistrat du parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe et portait notamment sur le droit pénal, la procédure pénale, l'organisation judiciaire, les techniques d'enquête criminelle et la rédaction des procès-verbaux. La dite cérémonie était présidée en présence du ministre intérimaire de l'Industrie, Kalumba Mwanangongo, qui avait à ses côtés son collègue de l'aménagement du territoire, Jean-Lucien Boussa. Occasion pour lui d'insister sur la portée du serment prêté. Aujourd'hui, vous êtes dans une espèce de nouvelle licence. Vous allez passer d'agent administratif pur à agent judiciaire à compétences limitées. Était aussi présent le secrétaire général à l'industrie, l'ingénieur Saturnin Wangwamba. Il est à noter que cette démarche consiste à renforcer l'état des droits dans le secteur de l'industrie tel que renchéri par le procureur Edmond Issofa Kanga, procureur de la République près le tribunal de grande instance Kinshasa-Gombe, avant d'insister sur la rigueur attendue. Nous attendons de vous de collaborer, de travailler pour que nous ayons une administration, un aménagement du territoire équitable, maîtrisé, qui concourt au développement de notre pays. La satisfaction était totale. Du côté des récipiendaires, ils ont tous quitté la salle dans la joie. Les écoles chrétiennes sources de vie Extension Passa s'affirment comme un espace d'engagement en faveur de l'éducation pour tous à travers des messages portés avec conviction et des prestations des élèves. La communauté éducative a rappelé une exigence essentielle, garantir à chaque enfant, en particulier aux jeunes filles, le droit d'apprendre pour construire une société plus juste. Suivez ce reportage. En Passa, l'école Allégresse, extension des écoles chrétiennes sources de vie, la sensibilisation de la femme et de la jeune fille, organisée le 3 avril à l'école Allégresse, une manière pour les écoles chrétiennes sources de vie de rappeler qu'elles ont une voix, un rôle et une responsabilité dans la société. Dans cette école, extension des établissements chrétiens sources de vie, la justice à la source de vie se traduit par un principe simple. Tous les enfants ont droit à l'éducation. L'action, elle, s'incarne dans la gratuité de l'enseignement, notamment dans les milieux ruraux et périurbains, là où les besoins sont plus criants. À travers des scénettes, les élèves ont porté ce message avec force. Chaque enfant mérite une chance. Chaque fille doit pouvoir apprendre à s'exprimer. Nous sommes dans la joie de dire que les mamans d'Impassa sont en train d'expérimenter ce que nous disons, la femme a des droits. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec mes parents, les mamans d'Impassa sont en train de dire, nous célébrons une résurrection sur la pédagogie, sur les connaissances, sur la vie. Mais quelle vie? La vie où nous pouvons apprendre, non seulement apprendre de ce que la tête peut retenir, mais apprendre de ce que le cœur doit recevoir. En passant, les femmes ne se contentent pas de revendiquer leurs droits, elles se positionnent comme les actrices du changement, des porteuses de messages, à l'image de celles qui ont annoncé la résurrection du Christ, une métaphore forte pour dire que la parole des femmes doit être entendue, respectée et valorisée. Lancement du concours Pandangila en RDC. Des milliers d'étudiants se mobilisent pour proposer des solutions concrètes à l'industrialisation minière locale suite à la loi cadre sur la transformation des substances minérales déposée à l'Assemblée nationale par Thierry Moulumba. Regardez. Le 29 octobre 2025, un acte de souveraineté est posé. Un fils du pays, l'honorable Thierry Moulumba Pandangila, dépose la loi sur la transformation locale et le développement des chaînes de valeur des substances minérales, loi Pandangila. Un mois plus tard, une onde de choc parcourt le pays. De Kinshasa à Kananga, des Kolwezi à Lubumbashi, l'initiateur lance les débats dans les universités. Une tournée académique et citoyenne pour co-construire notre avenir industriel. 10 universités
universités ont vibré. Des milliers d'étudiants se sont appropriés cette loi pour révolutionner notre industrie. L'heure n'est plus au constat, mais à la compétition. Un concours universitaire est lancé avec la participation des 12 universités enregistrées. Cette semaine, focus sur 2 universités, l'université protestante au Congo et l'université officielle d'Imbuji-Mayi. Dans les auditoires, les équipes se forment, les sujets se précisent, les premières analyses prennent forme. À l'université protestante au Congo à Kinshasa, les étudiants planchent sur le cobalt, ressource stratégique au cœur de la transition énergétique. Sur les tables, documents, schémas et notes de travail s'accumulent. Les étudiants partent d'un constat partagé par l'initiateur de la loi cadre. En exportant les minerais bruts, la RDC perd l'essentiel de la valeur. Pour y remédier, ils croisent droit, économie, sciences naturelles et formelles, explorant ainsi des pistes de transformation locales. À plus de 1200 km, à l'université officielle d'Imbuji-Mayi, au Kasaï oriental, les diamants est au cœur des travaux. Ici, pas question de les considérer seulement comme pierres précieuses. Les étudiants réfléchissent à son intégration dans des chaînes de valeur industrielles, des outils de précision aux technologies de pointe. Plus qu'une compétition académique, le concours Pandangila devient un espace vivant où la jeunesse congolaise s'approprie les enjeux stratégiques du pays. Les résultats sont attendus le 9 mai 2026 à côté d'autres universités sœurs pour faire émerger une nouvelle génération d'acteurs de la transformation économique de la République démocratique du Congo. Voilà, Thierry Mulumba Pandangila était notre invité de 20h hier. Il a été reçu par notre consoeur Bobette Enga. Regardez. Le projet de loi cadre Pandangila concerne la transformation locale des substances minérales en République démocratique du Congo. C'est un projet qui a été initié par l'honorable Thierry Mulumba, mais également ce projet s'inscrit dans le développement des chaînes de valeur de nos ressources minérales. Alors aujourd'hui, vous venez parler de ce concours qui a démarré depuis février dernier. Pourquoi vous l'organisez et quelles sont les conditions pour y participer? Alors, peut-être il est important de préciser qu'il s'agit d'un concours interuniversitaire national, c'est-à-dire toutes les universités à travers le pays sont concernées et c'est important de les souligner. Et le deuxième point est qu'il s'agit d'une compétition stratégique, puisque à ce jour, lorsqu'on regarde les contextes de l'économie mondiale, nous remarquons qu'il y a une forme de transition énergétique et numérique, et cet essor exerce une pression sur la demande de substances minérales stratégiques. Tout à fait. Et il se trouve que la RDC possède toutes ces substances minérales. Alors, la loi Pandangila permet à la RDC d'avoir un instrument qui permet à notre économie de pouvoir tirer avantage de ces ressources minérales. Comme vous le savez, la RDC est le deuxième pays producteur du cuivre après le Chili, avec environ 8 à 10% des réserves mondiales, mais aussi nous sommes les premiers producteurs du cobalt. Or, la RDC se trouve uniquement dans la première phase qui représente environ 13 milliards. Et de ces 13 milliards, nous parvenons à tirer que environ 5 à 10%. Et donc, cette loi, c'est une opportunité de pouvoir élargir nos ressources. Alors, par rapport à la participation, qu'est-ce que vous attendez de ces étudiants qui vont participer à ce concours? Alors, en ce qui concerne la participation, d'abord, comme je l'ai souligné au départ, il s'agit d'une compétition interuniversitaire nationale. Et donc, nous attendons à ce que les participants puissent soumettre à notre attention des projets à impact visible et durable que le gouvernement central et même les gouvernements provinciaux peuvent utiliser par la suite.
23 ans après sa disparition, l'un des fondateurs de l'UDPS, Frédéric Kibasa Maliba, continue d'inspirer. À Kinshasa, le ministre Augustin Kibasa et les cadres de l'UDPS Kibasa ont commémoré cette date entre recueillement et engagement à perpétrer plutôt son combat. Karen Kakoulomo nous en dit plus. Sous un ciel chargé d'émotions, militants, cadres et sympathisants se sont réunis pour honorer la mémoire de Frédéric Kibasa Maliba, 23 ans après sa disparition. Sur place, les visages sont graves, mais portés par une fierté assumée, celle de faire vivre son combat. La foule exprime son attachement à Augustin Kibasa, désormais figure de continuité et gardienne de l'héritage politique laissé par les pères fondateurs. Entre témoignages familiaux et messages spirituels, l'assistance est appelée à rester fidèle aux valeurs incarnées par les pères fondateurs. Jackie Kibasa évoque un homme d'équilibre, à la fois acteur politique engagé et père attentif. Nous avons eu de la chance d'avoir un papa comme lui. Parce que notre papa nous a montré les valeurs. Il nous a dit d'être serviable dans la vie, de savoir aider les gens et d'aimer notre parti. Il m'a montré comment il faut aider surtout mon pays. Du côté des responsables du parti, le message se veut mobilisateur. Alain Kyungu-Mushidi insiste sur la nécessité de préserver la détermination et la conviction tout en appelant les militants à soutenir les institutions du pays. Frédéric Kibasa Maliba était un homme de conviction, un homme de caractère et c'est grâce à ces valeurs qu'il a contribué sensiblement à l'éclosion de la démocratie dans ce pays. Il faut que les Congolais intériorisent le fait que ce qui se passe à l'Est est injuste. Doit rentrer dans une dimension de justice et soutenir le chef de l'État dans toutes les démarches qu'il entreprend pour que on puisse recouvrer l'intégrité territoriale. 23 ans après, le nom de Frédéric Kibasa Maliba continue de résonner. Celui d'un homme dont le combat pour un Congo uni et démocrate reste pour beaucoup une référence. Le directeur général du BCECO a effectué une descente sur le site du futur centre carbone en construction à l'université de Kinshasa. Une façon pour lui d'évaluer l'état d'avancement des travaux de cette infrastructure stratégique. Diane Balaka. La RDC, véritable poumon écologique de la planète, abrite une part importante des forêts tropicales mondiales. Un atout majeur qui place le pays au cœur des enjeux face au dérèglement climatique. C'est dans cette dynamique que des initiatives concrètes se mettent en place pour renforcer les mécanismes de séquestration du carbone à travers les écosystèmes forestiers. Le directeur général du BCECO a effectué une descente sur les sites du futur centre carbone en construction sur les sites de l'université de Kinshasa dans le but d'évaluer l'état d'avancement des travaux de cette infrastructure stratégique appelée à jouer un rôle clé dans la surveillance des forêts congolaises. Nous avons besoin d'avoir des informations fiables en ce qui concerne le mécanisme de séquestration de carbone par nos écosystèmes forestiers tropicaux. Pour y arriver, il faut des outils appropriés. Et c'est dans ce cadre que, sous l'impulsion de son Excellence, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, il a été résolu d'orienter un important investissement à l'université de Kinshasa et plus précisément à la faculté des sciences agronomiques. Ce centre sera une solution durable, ça sera à la fois un outil de travail, d'analyse et de monitoring. Pour plus de consistance, ce centre sera équipé d'appareils répondant aux standards, capables de suivre en temps réel l'évolution des écosystèmes forestiers. Cet outil va contribuer également au renforcement des capacités académiques, notamment dans le domaine de la gestion durable des forêts. Fin du séminaire des directeurs des impôts édition 2026. Ces assises de 4 jours ont débouché sur plusieurs recommandations, notamment l'élargissement de l'assiette fiscale, la lutte contre la fraude ainsi que la digitalisation des services fiscaux. Eric Kabamba, Narcisse Bakani. Ces assises ont permis d'évaluer les recommandations issues du séminaire 2026 et définir les nouvelles stratégies pour maximiser les recettes fiscales de l'exercice 2026. Au cours des travaux, les participants ont passé au crible plusieurs priorités, notamment
la maîtrise du répertoire des contribuables, l'assainissement fiscal ainsi que le recouvrement effectif des dettes fiscales. À l'issue des échanges, des résolutions fortes ont été adoptées. Elles apportent entre autres sur le renforcement du recouvrement, l'élargissement de l'assiette fiscale, la lutte contre la fraude et la digitalisation des services fiscaux. Des recommandations consignées dans un cahier de résolutions pour faciliter leur mise en œuvre, a signé le directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba. La mise en œuvre de ces résolutions devra sans doute permettre l'atteinte de l'objectif ultime assigné à la Direction générale des impôts pour l'exercice 2026, celui de réaliser les recettes de l'ordre de 19 033 milliards de francs congolais, qui ne seront que des minimums. Venu clôturer ces assises, Alain Malata Kafunda, directeur des cabinets du ministre des Finances, a insisté sur la nécessité de traduire des résolutions en actions concrètes pour améliorer les performances fiscales du pays. Avec ces nouvelles orientations, la DGI attend renforcer sa capacité de mobilisation des ressources internes, un levier essentiel pour soutenir le développement économique de la République démocratique du Congo. Je l'ai dit tantôt, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est rendu à Kamba, à Nouvelle-Jérusalem, à l'occasion des festivités commémorant le combat de Simon Kimbangu et l'éveil de la conscience africaine, une journée symbolique ancrée dans l'histoire spirituelle et identitaire du peuple congolais qui rend hommage à l'héritage et à la lutte de Simon Kimbangu pour la dignité, la foi et l'émancipation africaine. Fanny Kikoufi. C'est en milieu de journée de ce lundi 6 avril que le couple présidentiel de la RDC a foulé le sol de la cité sainte de Nkamba. À l'aérodrome Simon Kimbangu, toute la notabilité était mobilisée pour accueillir le chef de l'État qui fait son retour en ce lieu qu'il a déjà fréquenté en 3 reprises. Dans la cité sainte, tous les croyants kimbanguistes étaient très mobilisés pour ovationner celui qui a fait aboutir une longue lutte de reconnaissance nationale du combat de Simon Kimbangu. Depuis 2023, sur décision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 6 avril est une journée fériée. C'est l'aboutissement d'une longue lutte menée depuis 1959, année à laquelle le colon a reconnu le kimbanguisme comme religion en RDC. Et ce 6 avril 2026, le chef de l'État qu'accompagnait la première dame, Denise Nyakeru, est revenu sur ce haut lieu spirituel pour communier avec les fidèles verts et blancs afin de commémorer le 105e anniversaire de l'église kimbanguiste, mais aussi honorer le combat du prophète Simon Kimbangu, figure emblématique de la conscience africaine et du refus de l'oppression coloniale. Dès les premières heures de la matinée, Nkamba s'est réveillé dans une atmosphère de fête. Les délégations venues de plusieurs coins du pays et celles de la diaspora ont convergé vers la cité sainte pour prendre part à cette commémoration devenue un rendez-vous majeur de la mémoire nationale. La présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de son épouse en ce lieu sacré donne une dimension particulière à l'événement. Une présence vénérée à travers une entrée solennelle dans les allées verdoyantes de la cité sainte du chef spirituel et représentant légal de l'église, Papa Simon Kimbangu Kiangani, accompagnant le couple présidentiel. Le tout sur fond agréable des chants sacrés et cantiques spirituels au rythme des fanfares saccadées mêlés aux sonorités des trompettes et roulements des tambours. Dans une brève prise de parole, le chef de l'État annonce que désormais, la cité sainte de Nkamba aura le statut administratif de ville sainte à l'exemple du Vatican en Italie. Kimbanguiste Oye! Kimbanguiste Oye! Lelo naye kopesa bino mbote po boyebi ete ezali mokolo moko spécial. Le 6 avril ekoma jour férié, chômé
et payé na Congo Kinshasa. Kasi sima ya masolo touti kozwa na papa Simon nazwi lisusu décision ya sika. Décision wana ezali ya kozwa statut ya kopesa statut spécial na cité ya Nkamba. Statut spécial wana ezali cité ya Nkamba yokoma ville sainte. Malamu to malamu te. Esengo te. Voilà, terminons ce journal en beauté avec le serment du citoyen par le Conservatoire de